Merci encore à vous d'être ici. Ce qu'on se propose, comme tous les soirs, c'est de faire une espèce de rencontre, débat entre nous et puis dans une deuxième partie avec vous sur des thématiques qui touchent l'univers du podcast, du documentaire, de la création sonore en général. Et là, j'ai la chance de réunir 3 personnes extrêmement différentes, mais toutes assez compétentes dans leur domaine. Le thème sera « Peut-on parler sur la musique ?» J'étais super content du titre et je ne sais pas encore ce qu'il veut dire. On a 1 heure pour y réfléchir ensemble. Donc, peut-on parler sur la musique avec David Comeyas à ma gauche, qui est journaliste musical, spécialisé en groove, puisqu'il a travaillé dans le mensuel Vibration, et aussi producteur musical. Il a produit des artistes de world music. Il est auteur de nombreux podcasts sur Arte Radio, comme Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino, mais aussi du podcast Beatmakers, avec Samuel Hirsch, donc co-auteur de Beatmaker, mais qui est aussi réalisateur sonore salarié à Arte Radio et musicien. Et enfin avec Dominique Petitgan. Bonsoir. Qui est artiste sonore. Donc pas Arte Radio. Non. Enfin, tu as fait une œuvre, une pièce sur Arte Radio, oui, en 20 ans. Mais c'est pas facile. Alors, la première remarque que j'ai à faire, c'est que nous, en radio et dans la création sonore en général, souvent les gens nous disent « mais pourquoi vous passez pas de musique ?» Et on répond toujours la même phrase, on dit « oui, mais les voix, les sons, c'est de la musique. » Mais on est quand même obligé de constater que ça se vend beaucoup moins que la musique. Donc j'aimerais savoir si vous 3, vous maintenez quand même cette fiction, ce mensonge qui est de dire « les sons, les voix, c'est quand même de la musique. » Samuel Hirsch. Oui, moi je maintiens, et puis ça se vend pas si mal, ça s'expose même au Palais de Tokyo, donc on peut dire que les voix et les sons ont une certaine réussite. Mais je crois à ce concept-là, une belle voix rythmée, ou une voix moche d'ailleurs rythmée, c'est toujours de la musique. David Comeyas. Ah oui, toutes les chansons a cappella, c'est de la musique, tous les bruits et les... D'ailleurs je sais pas si on aura le temps de le diffuser, mais j'ai calé un extrait où Chassol dit que ce soit le plus moche moteur parisien ou les plus jolis oiseaux des Antilles, il y a en soi la même promesse de musique. Donc je sais pas s'il y a de la musique dans tous les bruits, mais en tout cas il y a une promesse dans tous les bruits. Moi j'ai toujours été embêté avec cette question de définir ce qu'on fait. C'est toujours beaucoup plus simple de parler d'écoute et de son plutôt que de musique, parce que la musique c'est... Quand on parle de musique, souvent on est obligé de parler d'autres choses, de genre, de public, de discipline, de forme, de choses déjà éprouvées. Alors que quand on est dans le son, on se dit on peut essayer d'inventer une nouvelle forme aussi. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça ressemble, mais c'est du son, voilà. Et comme dans la musique par ailleurs, il y a aussi une question d'enregistrement, de montage, de composition des sons les uns avec les autres. Et puis après, on fait écouter ça à des gens, donc c'est une forme de musique. Mais après, moi, je sais pas, oui. Longtemps, on m'a posé cette question, en fait. Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est de la poésie sonore? Est-ce que c'est du théâtre, du cinéma sans image? Voilà, le son est un élément avec lequel on peut composer, inventer des formes, voilà. Mais après, quand on parle peut-être la question, peut-on parler sur la musique? Peut-être pour essayer d'avancer un petit peu, c'est de se dire, peut-on parler sur la musique qui a du rythme ou de la mélodie, par exemple? Donc, si une musique a du rythme et de la mélodie, peut-on parler dessus? Je trouve que la question est déjà un peu plus précise, parce que si on dit que tout est musique, tout son est musique, on se perd dans quelque chose. Par contre, les éléments de rythme ou les éléments musicaux tels que la mélodie ou les choses comme ça, les timbres des instruments, les choses comme ça, là on peut peut-être un peu plus développer ce qu'on pense ou ce qu'on peut faire, non? Je vous propose d'avancer du coup en entendant aussi ce que vous faites. Je voulais vous demander quelle est justement la dimension musicale dans votre pratique du sonore à chacun, qui est très différente. David, tu rencontres des musiciens à travers le monde, souvent des musiciens de musique du monde, beaucoup dans les Antilles, à La Réunion aussi, et finalement ton rôle c'est de faire parler des musiciens sur la musique.
Ouais, tout à fait. Moi, la question, évidemment, il y a cette petite taquinerie dans l'intitulé du jour. C'est est-ce qu'on peut parler sur la musique, c'est-à-dire par-dessus la musique dans un podcast et la musique devient secondaire, ou est-ce qu'on peut parler de la musique? Ça peut vouloir dire ça aussi. Donc moi, je l'ai évidemment pris plutôt. Je vais vous laisser avec Dominique la forme. Moi, je l'ai pris plus sur l'intitulé, le sujet du jour, et je pense qu'on a plus besoin que jamais de parler sur la musique, de lui donner du sens. Ce serait vraiment dommage. On est dans une période, là, on a passé cette année, je crois, la barre des psychologiques, des 100 000 morceaux uploadés tous les jours sur les plateformes. Et je crois qu'on a besoin de parler sur la musique parce qu'on a eu une perte de sens. On a une telle abondance et un tel accès à tout ce qui est culture qu'on a besoin de se le raconter, d'en parler entre nous, de partager nos expériences par rapport à ça. Surtout que les plateformes en question, voilà, ça fait, je crois, 1 an ou 2 seulement qu'il y a les crédits sur la plus grande plateforme de streaming. Du coup, ça donne accès à tout ça, mais ça ne raconte rien. En fait, c'est un robinet voilà, auquel moi, je crois qu'on peut donner de la saveur en parlant. Voilà. On va écouter un extrait de ton travail. C'est le son 1 de David Comeyas. La musique, c'est subjectif. C'est-à-dire que c'est les bruits et les sons. Des bruits et des sons, il y en a partout. Ils ont en soi la même promesse de musique. N'importe où, quoi. Donc, que ce soit les moteurs parisiens, la nuit parisienne, où tu vas pas entendre un chat et tu vas entendre une voiture qui va arriver toutes les demi-heures. Ça va être super intéressant aussi. Après, hier soir, c'est vrai que j'avoue qu'il y a eu un gros orage ici, mais énorme, quoi. Et juste après, ça chantait grave. J'ai pris le zoom, j'ai enregistré la nuit, là. Il y avait vraiment c'était comme de la musique électronique, quoi. Que des motifs polyrythmiques qui s'entrecroisaient. Très bel extrait de Martinique Musique, donc on entendait le musicien Christophe Chassol. Ouais, c'est vrai que lui, il travaille en enregistrant les sons du monde, de la nature, mais aussi des voix, des accents créoles. Si on discute de peut-on parler sur la musique, évidemment, ça dépend qui, et enfin, je veux dire, ce qu'on a à en dire. Je pense que Chassol, dans le genre, moi, c'est un modèle, quoi. Enfin, ses chroniques sur Radio France, son émission de radio, Grande Contrôle, c'est une des personnes qui rend la musique tellement intéressante. Et là, encore dans cette petite extrait, la façon dont il interprète les choses, tout d'un coup, les grenouilles martiniquaises deviennent de la musique électronique en 2 phrases. Voilà, c'est un exemple. Et il se reconnecte en permanence à l'essence de cette musique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les bruits, les sons. Je regardais hier un épisode de Grande Contrôle avec Angel Bad David. Et elle disait que aujourd'hui il y a tout cet engouement par rapport au vinyle, on est content que le vinyle revienne, que les ventes du vinyle ont doublé, qu'elle représente désormais presque 10% de la consommation de musique et tout. Du coup on a l'impression que c'est super par rapport au streaming qui nous paraît une pratique un peu moins noble, mais en fait on est encore vachement attaché à l'objet commercial. Et là, dans cet extrait, en fait, il se reconnecte, comme Chassol se reconnecte tout le temps en fait à l'essence de la musique, c'est-à-dire au début, ce que j'ai enregistré, je l'ai enregistré donc ça passe dans mes machines, mais c'est de la musique live que j'ai enregistré sur le trottoir. Et puis après il y a les grenouilles, et du coup lui il est toujours en train de se reconnecter justement à ce qu'on disait tout à l'heure, à cette promesse de musique, au bruit, au son. Et je pense que c'est important des gens qui savent en permanence nous donner ce recul. Voilà. Samuel Hirsch, toi tu es compositeur de musique et réalisateur pour Arte Radio, donc ton rôle c'est de rajouter de la musique sur des gens qui parlent. Déjà avant de te répondre, je voulais dire que j'étais hyper fier d'être avec Dominique et David, parce que tous les deux ils m'ont inspiré à leur façon. David en écrivant des articles que j'ai lus plus jeune et qui m'ont donné envie vraiment de composer, de faire de la musique, et Dominique, quand je suis arrivé à Arte Radio, ce métier n'existait pas vraiment et je savais vraiment pas le faire, et tu m'as mis sur la piste de ce qu'il faisait et sa façon de suspendre les voix, de les monter, de les arrêter, et de pas avoir peur de la qualité sonore, de se dire que tout son, toute voix a une valeur. Ça m'a beaucoup aidé. Et donc quand je suis arrivé à Arte Radio, il y avait quasiment pas de musique à Arte Radio, n'est-ce pas? Et la musicalité, elle s'exprimait dans le fait de monter les voix,
d'écarter les morceaux de voix et de placer les ambiances. Et puis, en fait, moi, j'avais une pratique musicale à côté, mais d'une part, je faisais mes armes, je me sentais pas encore tout à fait à l'aise pour mélanger ces deux aspects de ma pratique. Et puis il y avait cette loi, quoi. Je sais pas d'où elle sortait. Il fallait pas mettre de musique. 2 mois. Elle sortait qu'on n'avait pas les droits sur la musique et que demander les droits à la SACEM, vu ce qu'on était déjà, on était déjà les pirates du web, c'était compliqué. Et effectivement, je trouvais qu'il y avait quelque chose de trop simple. La musique a une telle charge émotive, une telle capacité. Moi, je me rappelle avoir écouté des documentaires, sympathiques par ailleurs, notamment sur les migrants, dans lesquels il y a Clandestino. Bah, tu sors d'1 heure de documentaire et tout le monde chante Clandestino. Et donc, je me dis, finalement, c'est encore Manu Chao qui a gagné et c'est pas le documentaire. Donc, pour être radical, j'ai dit pas de musique sur Arte Radio. C'était une très bonne idée à l'époque. Et petit à petit, la musicalité a quand même gagné du terrain. Alors la première étape, ça a été de se servir des sons que les auteurs allaient enregistrer pour fabriquer du rythme et un petit peu de mélodie. Il y a eu un tournant en 2014, je trouve, avec Poudreuse dans la Meuse, où on a vraiment trouvé une belle synthèse, symbiose entre la musicalisation des sons enregistrés et les voix, et aussi de la musique un petit peu plus instrumentale. Donc on peut écouter peut-être l'intro de Poudreuse dans la Meuse. C'est l'horreur, la Meuse, c'est l'horreur, 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 l'horreur. L'horreur. Vous ne croyez pas? C'est d'une noirceur, d'une épaisseur, d'une glauquerie, ça n'a pas d'âme. C'est mort. C'est le pire endroit au monde. J'espère pas y rester très longtemps. Cette position géographique, donc à la frontière nord-est de la France, qui nous place à peu près 2 heures, 2 heures et demie donc des Pays-Bas, eh bien, le principal produit consommé, c'est l'héroïne. Magnifique début, Poudreuse dans la Meuse, documentaire de Médiaodique sur la consommation d'héroïne dans le département de la Meuse. Donc là, on a une voix, c'est un toxicomane qui parle, qui sera plus dans le documentaire, mais dont il a gardé ces phrases-là. Ensuite, le procureur de la République, il y a des sons, il y a des voitures, un camion qui passe, et la musique, elle surgit d'où ? Alors, donc là, ça se termine, il y a une toute petite nappe de synthé, hein. Donc là, c'est la partie musique instrumentale, mais tout ce qu'on a entendu avant, qui a les atours de la musique, c'est fabriqué avec les sons que Mehdi avait enregistrés sur le terrain. À ce moment-là, j'avais découvert un outil que j'ai pas mal utilisé, c'est un truc de synthèse granulaire. Ça permet de faire une petite boucle à l'intérieur d'une ambiance et de la déplacer comme ça à l'intérieur de l'ambiance et d'écarter le point d'entrée et le point d'arrivée ou de le resserrer. Et donc ça fait cette espèce de truc répété. Et j'avais tellement pas confiance en moi avec ces trucs-là que j'ai dit, j'ai montré l'outil à Mehdi et je lui ai dit, vas-y, balade-toi dans la boucle et va chercher des trucs. Et on s'est amusé comme ça pendant 1 heure ou 2, aller chercher des petits bouts dans tous les sens. Et puis ensuite, on a monté ça. Et avec le génie de Mehdi, ça donne cette jolie intro. Donc c'est bien parce qu'en fait, ce qu'on essaye de dire depuis le début, là, on l'a compris en 2 minutes, c'est que la musique, elle naît du son. C'est le son réel enregistré, trituré, déformé. Ouais. Oui, évidemment, parce que en fait, un instrument de musique, c'est aussi un instrument du réel, c'est aussi du bois et du métal. Hein. Est-ce qu'on parle beaucoup d'illustration musicale dans les podcasts ? Moi, je reçois tout le temps des mails de gens qui disent « je suis illustrateur musical » ou qui proposent des banques de musique pour les podcasts. Comment est-ce que tu situes ton travail de compositeur de musique du podcast par rapport à ça ?
Mais je trouve que le fait d'avoir commencé pendant 10 ans quasiment, il n'y a pas eu de musique, et le fait d'avoir vraiment travaillé l'ambiance, le son réel, ça a fait que ma pratique musicale est devenue très proche de ça. C'est-à-dire, en fait, moi, je me reconnais pas mal dans ce qu'a fait Brian Eno sur la musique ambiante, sur la musique discrète, quoi. C'est pour accompagner des voix. Tu as très bien fait de parler de mélodie et de rythme. C'est-à-dire que s'il y a une mélodie trop prégnante ou un rythme trop affirmé, on n'est plus dans du documentaire, on devient une chanson, quoi. Donc voilà. Moi, mon rôle, c'est d'envelopper la voix, de la porter à l'auditeur, de pas faire trop d'effets, de pas être trop présent, de pas trop attirer l'attention, mais de mettre en valeur le discours. J'ai l'impression que... Je peux me permettre ? Bien sûr, Oui. Que ça pose des questions qui sont assez proches de ceux et celles qui font des musiques pour les films. Parce quand on est un peu au service de la narration, même quand bien la narration documentaire même, mais en tout cas d'une forme de narration, d'un récit. Et cette relative discrétion dont tu parles, c'est aussi ça, c'est aussi comment finalement on est plus souvent proche de l'idée du climat ou de l'atmosphère que de la mélodie ou du rythme. Mais il y a des éléments de mélodie ou de rythme, mais il y a quand même le premier point, c'est peut-être plutôt une espèce de scénographie sonore ou de cartographie sonore, d'ambiance, quoi. Mais j'aime pas trop ce mot-là. Climat, peut-être. Ouais, complètement. Et en fait, là, en réécoutant beaucoup de choses d'Arte Radio pour organiser cette exposition, les bandes d'écoute, ça m'a rendu assez nostalgique et je me suis dit peut-être qu'on est allé trop loin maintenant dans l'utilisation de la musique, qu'on est quand même beaucoup plus bourrin que ce qu'on faisait il y a 10 ans, que maintenant on fait de la vraie musique, on met un vrai passage de musique avec une sorte de chanson quasiment qui rythme les choses. Et du coup, je me suis promis de revenir à plus de discrétion dans les temps prochains. C'est aussi parce qu'on ne travaille pas avec les mêmes gens et de la même façon. Et avant, on imposait aux auteurs d'aller chercher des voix, mais de ramener systématiquement des ambiances sonores. Et maintenant, parfois, on travaille avec des gens dont on sait qu'ils n'ont pas la compétence ni l'appétit. Et ils se contentent de nous ramener une voix nue. Et ça vous oblige, vous, à en faire beaucoup plus dans la musique. Parce qu'on est passé à ce stade du récit, de la narration, du storytelling qui emporte tout sur son passage. Mais vous accompagnez davantage les gens qui créent un podcast, vous les accompagnez davantage, il y a une équipe autour. Peut-être oui, mais ça a toujours été le cas, ça. Oui, mais avant, j'ai l'impression que la personne qui réalisait faisait un peu de tout, et elle était accompagnée, mais moins en travaillant avec une équipe dont les compétences sont déjà peut-être ont déjà une fonction. Peut-être. En tout cas, je crois que la musique aussi, ça dépend du sujet, mais mérite parfois d'être au premier plan. Là, on en parle comme d'une espèce d'habillage. Moi, mais après, c'est certainement parce que mes podcasts parlent de musique en soi, mais moi, je réfléchis plutôt à l'envers. C'est-à-dire que c'est comment je vais habiller la musique, quelle parole mérite d'être dite pour la rendre intéressante. Mais parce que tu parles d'une musique déjà existante. Oui, et parce que le sujet même de la discussion et de la voix... Elle existe en tant qu'objet indépendante, elle existe en tant que telle, et là, on va parler plutôt d'un commentaire sur cet objet, sur cet art. Ouais, c'est ça. Mais la question du jour se pose aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de parler sur une œuvre ? Bon, moi, j'y ai déjà répondu. Non, mais je veux dire, avec Samuel, on a déjà monté des appels à la mosquée avec des tambours ou des enfants qui récitent la Bible avec de la musique derrière. Donc, on est déjà tellement loin dans le blasphème que respecter une œuvre musicale à ce point... Enfin, voilà. Sinon, après, si on peut pas parler dessus, on peut pas l'éditer, enfin, on peut pas travailler, en fait. Donc, la question, elle se pose pas à ce niveau-là, pour moi. J'aime qu'on parle de blasphème, tout d'un coup, je sais pas pourquoi, ça m'épate. Dominique Petitgan, toi, tu fais des créations sonores à base de voix et de sons. Je fais très attention, parce que je sais que ton travail est difficile à définir. Alors, je vais essayer de le qualifier, et il vous expliquera en quoi je me trompe. C'est extrêmement minimaliste. Quand même, le plus souvent, il peut y avoir une voix, un son, parfois une voix toute seule, qui va être bouclée, qui va pas être nécessairement propre, une voix du registre de l'intime, mais pas forcément, une voix d'enfant, une voix d'adulte. Ce sont des pièces souvent très courtes. Dominique est l'heureux auteur d'une des pièces les plus courtes déposées à la SACEM, qui est aussi longue que son titre, s'appelle « J'ai mal au ventre ». Et c'est une voix de petite fille qui dit « J'ai mal au ventre ». Beaucoup mieux que moi, c'est très beau.
Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très très beau. Et il y a aussi des sons, et parfois il y a des voix et des sons en même temps. Alors c'est un travail qu'on peut écouter sur disque. Est-ce que tu veux qu'on écoute un extrait? Et lequel? Le fil conducteur ou le panorama? Alors, vous voulez commencer en douceur ou plutôt par la chose peut-être plus expérimentale? Commençons en douceur. En douceur. Alors, Et on passera au plus expérimental. c'est le panorama, là. Il y a les nuages qui avancent. Il y a les drapeaux qui flottent. Il y a des gens qui se reposent. Ensuite, Bon, C'est un extrait ou une pièce entière? non, ça c'est l'intro d'une pièce. C'est comme, mais je voulais choisir cet extrait tout simplement. En gros, ce que je fais, c'est suspendre le temps, quoi. Voilà. C'est tout simplement essayer de créer un suspense entre un événement et un autre, voilà. Et d'étirer le son, d'étirer le moment d'écoute. Voilà. C'est la même chose qu'on essaye de faire. C'est pas du tout avec les mêmes moyens et le même résultat, mais c'est toujours ce qu'on s'était dit. C'est le podcast crée une bulle, un moment hors du temps, qui doit être ni lent, ni rapide, qui est une espèce de temps suspendu, de stase, mais où normalement tu peux rien faire d'autre. C'est très curieux parce que tout le monde dit que le podcast c'est super parce qu'on peut faire quelque chose en même temps. Et moi j'ai toujours le sentiment que si tu fais autre chose en même temps, c'est raté. C'est qu'il faudrait pouvoir faire que ça, que d'être dans le temps de l'écoute. Et j'aime bien que tu parles d'écoute parce que nous c'est notre unité de mesure, c'est pas la radio, ni le son, c'est l'écoute qui compte. Mais alors, du coup, tu viens de répondre un peu à la question, on ne peut pas parler sur la musique. Ou on ne peut pas parler sur le podcast. C'est vrai. Tu veux dire en même temps? En même Ah temps, non, ouais. ouais. Oui, voilà. Ah non, on peut pas. Enfin, les gens le font, j'imagine, mais C'est horrible d'ailleurs. c'est horrible. Non, mais est-ce qu'on peut parler sur la musique? Oui. On peut poser c'est sa fait voix pour. sur un élément musical, on Bien peut... sûr, ça marche très la bien, chanson, d'ailleurs. c'est ça, de toute façon, aussi. Et même la parole aussi peut parler sur la musique. Il y a aussi l'idée, est-ce que l'œuvre existe toute seule ou est-ce qu'il faut la commenter, l'accompagner? Mais on n'est pas obligé de répondre à la question. On peut se dire il y a plusieurs situations possibles. On peut avoir plusieurs temps. Un temps d'écoute, un temps de parole, un temps de partage, un temps d'extrait, un temps de... La musique se prête à tout ça aussi, je pense. En tout cas, la question du temps est, je crois, primordiale, ça c'est sûr. D'ailleurs, il y a un podcast que j'aime bien qui s'appelle Le Son d'après, et donc où le podcast, en fait, prétend nous donner le prochain morceau qu'on mettra dans notre playlist. Et donc déjà, il y a vachement cette notion de temps. Donc on est loin de ton univers et de ce que tu disais, mais encore là, dans le podcast, on trouve cette notion de temps, et je pense qu'on est à l'époque du flux, donc dans la notion de flux, il y a aussi cette notion de temps.
Et voilà. Et du coup, je pense que tout est une question de temps. Est-ce qu'on a le temps de considérer les podcasts comme une œuvre, ou est-ce qu'on parle dessus parce qu'en fait, on a autre chose à faire aussi? Et alors attends, parce que moi j'adore savoir comment les choses sont fabriquées. Donc, qu'est-ce qu'on entend sous la voix là dans ce qu'on vient d'écouter? Ah, je peux citer ce que c'est concrètement, mais Ouais. c'est tu veux savoir? Ah bah moi je suis Oui, à ce niveau-là, moi désolé. aussi, on veut tous savoir. C'est pas très intéressant de savoir, mais c'est des frottements, des étirements, des choses. C'est une corde tendue avec un bout de carton qui frotte, des choses comme ça. C'est des choses très anecdotiques en fait quand on en parle. Et ce qui compte, c'est l'effet produit, même d'agrandissement d'un détail. C'est ce qu'on trouve beaucoup dans la musique concrète par ailleurs, mais qui, en fait, je sais pas. Qu'est-ce qu'on entend d'autre? Il y a du tuba, il y a quoi? Il y a une soufflerie, il y a un petit engin mécanique, par exemple un orgue électronique qu'on allume, mais j'enregistre juste le bruit que fait le transfo, des choses comme ça. Ça, c'est ce qui crée une sorte de continuité. De bourdon. De bourdon, un peu. Le frottement, c'est ce qui crée la tente, un peu en jouant sur un fil tendu. Mais tu le joues quand même, c'est-à-dire que tu n'es pas allé piocher des sons. Non, ça, c'est des sons que je fais moi. Oui, c'est vraiment à partir d'objets simples que je recueille autour de moi. T'aurais pu les voler. Non, mais tu vois, tu aurais pu les prendre quelque part, les déformer, les passer dans des plugins pour qu'ils ne soient pas reconnaissables. Non, je trouve que c'est bien en fait, on constitue sa matière comme on constitue une sorte d'identité aussi, un peu de son vocabulaire, en gros. Et c'est plus intéressant que d'aller prendre des choses. Mais après, non, mais parce que... Là, ce sont des séquences où tu la joues longtemps et tu t'enregistres, ou tu en joues 3 et après tu boucles? Alors, ça s'est fait de plein de façons différentes, mais c'est vrai que... en fait, c'est intéressant parce que je parle tout le temps des voix et on me pose souvent des questions sur les voix, mais moins sur ces trucs-là. Et c'est des matières que je fais sans savoir ce que je vais en faire par la suite. Je cherche des choses qui vont pouvoir avoir un élément musical à partir d'un objet simple. Donc tu te fais une journée matière, par exemple, tu commences le matin, tu dis je vais faire de la matière là aujourd'hui. Pas forcément, oui, ou c'est l'idée d'un son, je l'enregistre, puis voilà, puis après il est mis de côté. Et après, c'est quelle est sa fonction en fait. Sa fonction est trouvée au moment du montage. Quelle fonction il aura pour tel récit ou telle voix. Pendant longtemps, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand la musique, on fait place plutôt au silence dans mes pièces, même si j'en fais encore un peu, c'est que les musiques que j'ai faites ou qui accompagnent les voix sont je nomme pas ça musique, moi j'appelle ça plutôt des atmosphères musicales ou des éléments musicaux. Parce qu'il n'y a pas la notion de composition. La composition, c'est plutôt le récit et le montage, mais c'est pas dans le jeu musical. Il n'y a pas cette notion de composition chez moi. Et c'est souvent des choses qui sont horizontales, linéaires, plates et sans évolution, en gros, souvent. C'est Pierre Boulez, quand il parlait de Eric Satie, qu'il détestait, il disait c'est la musique plate. En fait, alors à la différence de, par exemple, la musique romantique qui est accidentée et qui joue sur les émotions, comme ça. Là, c'est au contraire la platitude, mais dans mon cas, la platitude, elle est là parce que c'est un peu pour rejoindre, tu parlais de Brian Eno, peut-être, un peu l'idée d'ambient musique, quoi. C'est aussi le papier peint, ou au contraire, créer les éléments d'un décor, quoi. Ou plutôt, décor, c'est pas très heureux comme nom, mais ou d'un espace. Et dans cet espace, si j'attribue le rôle aux voix, les autres sons sont plutôt des espèces d'éléments déclencheurs, des moteurs, des effets de rupture, mais c'est des choses qui vont un peu guider notre écoute, la chatouiller un peu, mais voilà. Puis j'ai aussi une forme de montage qui n'est pas l'emphase, quoi, tout simplement. Donc la platitude, elle est aussi volontairement accentuée pour aussi créer l'émotion plutôt dans la tête des gens qui écoutent, quoi. Voilà. Ça donne envie d'écouter un autre extrait du travail de Dominique Petitgan. Alors pas trop fort, parce que en fait, comme je mets toujours les voix au maximum, c'est les voix qui donnent le top, le maximum. Bof. Mais des fois, mais des fois, par exemple, quand... Mais comme ça, une seconde. Mais sans ça...
Non, oh non. Oh non, moi je suis pas. Ben, j'en sais rien, je sais trop rien. C'est tous les. C'est tous les. On sait pas. Ben, alors, il fallait faire attention parce qu'il y a qui sont filles. Ah oui, puis un jour, on est. Alors, un des meilleurs. Avec. C'était. On a la. Et puis de là, ils nous donnaient. Attends, on était un peu. Alors, nous. On a pris la. Puis on est monté dans le. Alors, tu. Jusqu'à un certain endroit. Puis après, il faut que tu t'en. Et tu dé. T'as déjà vu la. Qui est. Où il y a les. Hein? Derrière où le. Alors, on était. Alors, ça, c'est. Ouais, hein, voilà. T'as voulu. Mais ça, c'est une pièce plus récente. Mais j'en parle un peu ou pas? Oui, Ouais, bien vous sûr. voulez Avec Jean. Ben, la musique et la voix, ben là, et en fait, on a la musique et la voix, mais la musique n'est pas sous la voix ou n'accompagne pas la voix. En gros, c'est la musique qui censure la voix. Ou plutôt, elle censure le sens, ou même pas le sens, plutôt la signification de certains mots. Et j'ai pris ce principe, c'est que chaque fois que cette personne disait quelque chose d'important, je le gommais. Et ce que je fais beaucoup dans mes pièces, c'est que le silence, souvent, tu parlais de soustraction, c'est que le silence, j'enlève. Et là, plutôt que d'enlever, Tu barres. je barre. Voilà, Ouais. j'ai rayé un peu. Et donc, chaque fois que donc c'est un verbe, un objet, un complément, un élément de narration qui permet de situer ce qu'on raconte, de contextualiser, de savoir de quoi elle parle. Tout ça, tous ces éléments, je les ai gommés pour ne garder que finalement que ce qui sert d'éléments un peu transmetteurs du langage ou de la parole, qui sont des espèces de débuts, des amorces, des fins, des milieux de phrases et de mots et de sens. Voilà. Donc il y a une sorte de tension comme ça, où la musique attaque la voix. Voilà. Et cette tension, c'est quelque chose que j'aime bien travailler, oui. Voilà. Et puis, donc ça, c'est un extrait d'une installation que j'ai faite pour un espace où la voix, elle est diffusée sur des haut-parleurs, elle se balade, et le son, lui, est plutôt au sol, et il y a un jeu entre ce son qui vient au centre et la voix qui tourne autour de nous, ça. Mais qu'on peut entendre aussi, comme ça, simplement. Donc c'est juste une séquence courte pour donner cette idée d'une autre forme de relation entre un son et une musique. Sur tes disques, tu as quand même travaillé, sur tes disques ou en concert, avec des musiciens authentiques. Sur un disque, on entend Dominique A, le chanteur, mais qui ne chante pas, qui raconte un rêve, dans mon souvenir. Et tu t'es produit sur scène avec le guitariste de Noir Désir, Serge Tessoguet. Qu'est-ce que tu cherches en allant quand même, en étant en dehors du circuit de la musique, en allant travailler avec des musiciens? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est une frustration d'artiste sonore qui se dit quand même, avec un vrai musicien, ça sera bien? Est-ce que tu utilises leur notoriété? Parce que finalement, pourquoi prendre Dominica si on ne le fait pas chanter? Surtout que je le cite pas vraiment, parce que c'est Dominique Hanné Oui. que je mets dans le générique, donc c'est plutôt sa fonction d'être humain dans le civil, quoi. Non, ça fait suite à des invitations. Par exemple, le live avec Serge Tessoguet, c'était vraiment une proposition, et je fais très rarement ça. Je l'ai fait une fois où il improvisait sur scène, et puis je diffusais des voix, des éléments de voix, comme ça. Ça n'a pas donné suite à autre chose qu'un moment. Dominique Hanné, c'est différent. J'avais besoin à un moment donné d'enregistrer un homme, parce que j'enregistrais plutôt des enfants, des femmes ou des personnes âgées. Et j'avais demandé à je vais raconter quelque chose de très anecdotique, juste pour te dire le truc, c'est que j'avais demandé à mon cousin, et il a dit non. Et j'ai rencontré Dominique à ce moment-là, et je lui ai dit, tiens, mais je peux pas t'enregistrer juste comme ça, tu me racontes des trucs, comme je fais avec d'autres, une conversation simple, et même j'étais presque gêné que ce soit lui, voilà, mais il avait à peu près mon âge,
C'était un peu comme si je m'enregistrais moi-même, mais sans pouvoir le faire, parce que je peux pas m'auto-questionner. Donc et il l'a fait avec plein d'ouverture d'esprit, simplement. J'ai enregistré une séance qui durait 1 heure, on a parlé de plein de choses, et puis j'ai extrait quelques phrases avec lesquelles je travaille depuis 20 ans, comme avec les autres enregistrements que j'ai faits, qui sont des enregistrements que j'ai faits il y a très longtemps. Et d'une œuvre à l'autre, je reprends quelques éléments en soustrayant certaines choses pour ne garder souvent qu'une phrase, par exemple, ou le mot « toujours », par exemple, avec Dominique. Dans une pièce que j'ai faite, il dit juste « toujours ». Il l'a dit plusieurs fois, mais juste utiliser ce mot, ça devient un autre truc. Ok. C'est faute de... T'as pas pu avoir ton cousin, t'as été obligé de prendre Dominica. Je vois bien l'histoire. Ça nous arrive à tous, ce genre de choses. C'est terrible. Les Beatles, à un moment... Enfin bon, bref. Ok. Nous allons revenir à la question de parler sur la musique, parler de musique en radio ou en podcast, qui est toujours un exercice difficile. Donc, David et Samuel ont créé, il y a déjà quelques années, sur Arte, le podcast Beatmaker. Le principe est assez simple. C'est des producteurs français de rap et d'électro qui racontent et qu'on va dire qui dissèquent, qui explicitent leurs plus grands tubes. Donc, ils font, pour ce faire, ils font un peu comme ça. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, Samuel et David les collent devant leur écran d'ordi. Eux, ils ont le piste à piste de leur tube et ils expliquent, voilà, telle piste, je l'ai fait comme ça, telle piste, je l'ai fait comme ça et tout. C'est un podcast qu'on adore. On a fait 2 saisons qui ont eu un certain succès d'estime, qui ont été le concept a été copié à peu près par tout le monde. Mais c'est pas, on va pas se mentir, c'est pas un énorme succès public. C'est pourquoi on va faire une 3e saison, parce qu'on aime bien persister quand les choses marchent pas. Il y a pas de raison. Mais à chaque fois, je me dis, c'est le genre de truc qui cartonne sur YouTube. Les gens qui décryptent la musique, qui vous expliquent comment est fait un morceau, un tube. Il y a des dizaines de YouTubeurs qui font ça cartonne. Pourquoi en podcast? Qu'est-ce qui fonctionne pas? On peut en écouter un extrait si vous voulez d'abord. On écoute un extrait de Beatmaker, c'est l'extrait avec Animal Son, oui. Qui explique, enfin, dans l'épisode, il fait un son de Booba, donc. Okay. Et là, il explique pourquoi il adore un morceau de Travis Scott. Tu vois, moi je trouve que le rap, par exemple, c'est la musique qui se renouvelle le plus de manière permanente. Encore aujourd'hui, à travers la trappe. C'est-à-dire que là, pratiquement, j'ai l'impression que tous les 3 mois, le style évolue, il se passe quelque chose, tu vois, faut aller vite. Si t'écoutes pas ce qui se passe dans le rap, t'es vieux tout de suite. Si aujourd'hui tu produis du rap et que t'as pas écouté de rap depuis 6 mois, ton rap il va sonner vieux, vintage d'il y a 6 mois. On va dire putain c'est vintage. Et il y a une créativité permanente. Honnêtement, moi je trouve que les gens qui se moquent de la trappe, je peux l'entendre, mais pour moi intellectuellement ça n'a pas de sens. Moi ça me plaît, tu comprends ? Ça me plaît parce que je comprends cette musique. Je la comprends parce que je l'écoute depuis longtemps. Je peux comprendre que cette musique-là, ce courant-là éventuellement de trap, c'est éventuellement ma mère, je pourrais comprendre que si elle l'écoute ce soir, je dis tiens moi je t'envoie le Travis Scott, il est super chaud, je comprends qu'éventuellement elle se mette pas à se briser la nuque en écoutant le truc. Évidemment que ça n'arrivera pas. Encore que on peut être surpris, juste pour faire le test. Let's go find the place that's far from here, for real. For real. Now it's like this, I wish I could do the impossible. I wish I could do the impossible. La proposition artistique, elle est forte. Tu sais, alors pour beaucoup, les gens disent c'est minimaliste, machin, mais c'est super dur de faire avec peu de choses. Il y a peu d'éléments, mais ils sont tellement bien choisis. Non, je trouve déjà le thème est très beau, voilà, mais en soi l'arrangement quand on a été fait. C'est-à-dire, tu vois, l'effet qui est mis sur la phrase du début, tu vois, ce qui est joué au début, l'arrangement rythmique, la basse, les voix, les effets de voix, ça innove, tu vois, il y a de l'innovation permanente. Je trouve ça intelligent, je trouve ça élégant, c'est super pointu. Bon, bah après, c'est la sensibilité, la musique est une affaire de sensibilité, c'est ça d'abord. Voilà. Et je pense que j'aurais aimé faire ce titre, ouais, bien sûr. Je pense que la mondialisation s'exprime comme jamais à travers la trap music, dans une certaine mesure, à travers cette forme d'uniformisation. Ce qui n'empêche pas la création et la créativité, tu vois. Reste toujours chez chacun la liberté et la possibilité de créer. Et c'est bien ça le propos, parce qu'on est quand même en train de parler d'art, de créativité. Et alors, bon, c'est les méthodes qui changent, c'est tout. Le podcast, c'est quand même un des médias les plus intéressants pour parler sur, et décrypter la musique. La presse écrite
permet d'imaginer la musique et d'en rêver. Donc ça a une force incroyable. Mais si on veut décrire ce que c'est vraiment, on a besoin de l'entendre. Et on n'a vraiment pas besoin d'images. Donc il me semble que c'est le média le plus propice à décortiquer ça. Et puis là, il y a aussi, par rapport à la question du jour, je trouve comment ne pas parler sur la musique. Parce qu'en fait, quand on écoute énormément de podcasts, enfin, je réfléchis à qui d'autre a fait un peu ce qu'on fait. Il y a toujours un présentateur, un influenceur, un animateur qui se met en scène. Parce que ça prend un peu les gens par la main, c'est plus facile d'expliquer les choses, on donne les codes directement et tout ça. Nous, on a voulu, comme on est très snob, peut-être. En tout cas, voilà, il y avait l'idée de laisser l'artiste et son œuvre, et puis il n'y a que ça, on va directement à l'essentiel. Donc c'est peut-être un petit peu plus difficile de rentrer dans le podcast, mais moi je suis très, très heureux de cette forme-là. Voilà, donc après tu dis que ça a un petit peu moins bien marché, Sylvain, peut-être qu'on aurait dû prendre une star du rap non, pas pour du la tout. présenter. Non, je constate, parce que moi j'adore votre travail, j'adore ce podcast, je le trouve extraordinaire. Je trouve qu'au-delà de la musique, c'est même une sociologie documentaire sur le monde du hip-hop à travers les gens qu'on n'entend jamais, qui sont les beatmakers. Je trouve que vous avez très bien fait de les mettre au premier plan. En plus, ce sont des gens qui ont un discours extrêmement passionnant, qui ont une histoire passionnante et très différent des rappeurs et de la manière dont les rappeurs, à cause de leur notoriété, des réseaux, sont obligés de se mettre en scène. Là, on a une parole qui me paraît beaucoup plus fraîche, parce que Animal Son, personne ne le reconnaît dans la rue, enfin, je pense pas, donc du coup, c'est cool. Non, moi j'aime beaucoup, mais je suis obligé de constater, je pensais que ça aurait beaucoup plus d'impact, et ça me pose question. Il y a un vrai sujet là-dessus, c'est un truc que je ne comprends pas. Moi, je discutais avec des gens de Radio France qui me disaient que France Musique fait des scores, mais minuscule, c'est vraiment et pourtant il y a des émissions sur France Musique qui sont hyper intéressantes sur la musique, et moi qui traîne avec énormément de musiciens, les musiciens n'écoutent pas alors ceux qui sont autour de moi en tout cas n'écoutent pas d'émissions sur la musique. Il y a quelque chose qui, je sais pas, qui ne passe pas, qui n'intéresse pas les gens. Je pense qu'il y a un déficit de culture musicale, clairement, parce que nous, ça nous a toujours intéressé, le comment. Et en fait, tout le monde préfère entendre la énième interview de Booba ou d'Orelsan qui dit à peu près la même chose tout le temps, que d'entendre le gars qui fabrique le tube derrière, qui est parfois 1000 fois plus intéressant, et surtout de savoir comment c'est fait. Enfin, pour moi, c'est un appel à la créativité. C'est-à-dire, c'est souvent des garçons qui ont démarré avec rien, avec des bouts de ficelle, avec très peu d'influence, souvent les mêmes, Kraftwerk, La Soul, etc., et qui arrivent à faire des merveilles avec justement ce minimalisme dont tu parlais. Enfin, c'est des trésors d'ingéniosité pour faire un tube mondial à partir de... Il y a très peu de choses parfois dans le morceau. Oui, et puis moi je trouve qu'il y a toujours anoblir la musique commerciale, entre guillemets, et cette musique contemporaine, de lui trouver des qualités aujourd'hui et pas d'attendre 10 ans pour se dire que c'était bien. Il y avait ça aussi dans notre démarche, voilà, de balancer du vocodeur. Et c'est vrai que tout le monde est un peu allergique au vocodeur parce qu'il y en a eu tellement que tout le monde... Mais c'est comme la guitare électrique, en fait, dans les années 60. C'est juste un outil, ça dépend comment on l'utilise. Et là, la façon dont Animal Son explique, en fait, l'effet qui est mis sur la voix, et je trouve que sa passion est contagieuse. Et du coup, d'une certaine façon, la façon dont il en parle, il y a tout dans ce qu'il dit. Enfin, il parle aussi de la manière dont elle va écouter, l'uniformisation des machines qui n'empêchent pas la créativité et la sensibilité. Et je trouve que du coup, il en fait un objet vachement plus noble qu'on pourrait le penser. Et c'est ça aussi la démarche parfois d'expliquer un peu la musique. Mais ça semble difficile. Enfin, c'est comme si les gens ne voulaient pas savoir. Mais on a ça, par exemple, moi j'avais appris sur les DVD, les commentaires du réalisateur, j'ai appris à ça. Personne ne les écoutait, jamais, en fait. Et c'est un peu comme, je rattache ça, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est comme la critique, quoi. La critique disparaît complètement du champ médiatique. Oui. Plus personne n'en veut. Alors que c'est fascinant. Alors que quand même, c'est métier, voilà, d'avoir l'opinion de quelqu'un, la vision de quelqu'un sur une œuvre d'art. Moi, ça m'a toujours fasciné. Et je comprends pas pourquoi ça disparaît du champ. On veut plus de paroles surplombantes qui nous expliquent comment ça marche. Et tout le monde est un peu média aujourd'hui avec les réseaux. Du coup, la qualité, je trouve, de la critique a été diluée aussi. Et c'est vrai que, et du coup, il y a des critiques passionnants, voilà, qui donnent de l'info dans leurs critiques, et ce sont souvent les meilleurs. Est-ce qu'on apporte de l'info, est-ce qu'on apporte des clés de compréhension, un éclairage et tout ça. Après, quelque part, il y a plein de mecs dans les commentaires YouTube qui font des critiques vraiment super, et d'autres
voilà, bon, ça peut être passionnant et ça peut être aussi complètement l'inverse. Donc, pour finir sur une note positive, je vous avais demandé de trouver des podcasts musicaux justement que vous aimiez bien, vous en tant que musicien ou qu'amateur de musique. On va écouter un extrait de Faya, c'est ça? Ouais, Faya qui est sur une appli, une radio qui s'appelle Nick la radio. C'est des gens qui viennent de la radio officielle et qui ont monté leur petite radio. Et Faya, c'est... bon, on l'écoute peut-être d'abord. Avec le téléphone, on utilise plein de groupes WhatsApp. On met le lien du morceau pour tout le monde. Tu vois, t'as compris. Mais tu peux aussi aller dans les stations et les arrêts de Boda Boda pour qu'ils jouent ta chanson. Pareil pour les bus publics. Boda Boda stops, so they play your song on their Boda Boda and backyard and public bus. Et c'est quoi les Boda Boda? Alors les Boda Boda, c'est les taxi-motos que l'on retrouve en Tanzanie, mais aussi au Kenya. Et donc, t'as capté, les gars, ils s'arrangent pour que les pilotes de Boda Boda, ils jouent leurs chansons sur les motos ou bien dans les stations de Boda Boda. Qu'est-ce qui te plaît dans ce podcast? Bah justement, la forme, c'est un espèce d'assemblage improbable entre des voice notes. Ils font des interviews, c'est des interviews au téléphone, même par WhatsApp, donc c'est encore pire au niveau du son, de la qualité sonore. En même temps, il y a un dialogue entre Renaud et Christophe, qui sont les deux animateurs. Bon, voilà, on sent que le dialogue, c'est vraiment parce qu'on n'est plus dans une époque où on veut cette information verticale avec un rock critique qui donne une info un peu qui a valeur universelle. Donc là, ils se posent des questions l'un et l'autre, histoire de pas s'adresser directement à l'auditeur. Et puis il y a la musique qui parfois est la musique très roots. Et en tout cas, il donne énormément d'informations. Et bon, moi qui essaye tant bien que mal de faire sous l'emprise de Samuel Hirsch les voix les plus belles, les ambiances les plus belles. Voilà, on n'y est pas du tout. Mais au moins j'essaie. Voilà, je me dis, eux, ils en ont rien à foutre. Ils prennent des voice notes. Et en fait, le propos est tellement intéressant. Ils vont expliquer le bouillon antillais. Là, c'était un épisode sur le Singeli en Tanzanie. Ils apportent énormément d'informations. Ils interviewent par WhatsApp les producteurs. Donc là, je trouve que ça vaut le coup de parler pour la musique. Pour le coup, ils vont chercher des trucs que personne ne m'a jamais apporté. Et ça dure 1 heure sur le Singeli tanzanien. Et voilà, moi, je le réécoute. C'est vrai que c'est incroyable. Chaque émission, moi, je découvre une musique dont je n'ai jamais entendu parler et qui est complètement folle. Voilà, et on se dit, à l'heure de la mondialisation, finalement, il y a des mecs qui se font retourner les oreilles par millions à l'autre bout de la planète. C'est quand même assez chouette, quoi. Voilà. Les bonnes recos d'Arte Radio, Faya sur Nick la radio. Merci. Il est temps de laisser la parole à notre public conquis, qui a sans doute des questions, des observations, des protestations, des chansons. J'ai oublié votre prénom, excusez-moi, le monsieur à l'écharpe rouge. J'avais une question pour vous. Dominique. Dominique, voilà, c'est ça. Alors, j'avais une question pour vous. Quand vous créez pas votre musique, mais votre paysage sonore, est-ce que vous les enregistrez comme ça sur un coup de tête? Ou alors, c'est dans l'idée d'un projet, vous avez déjà un peu l'idée générale de ce que vous voulez faire et vous cherchez un peu partout en prenant... Moi, le mot qui m'est venu à l'idée quand vous avez parlé de comment vous enregistrez et créez votre musique, c'est bruitage musical. Parce que ça, on retrouve le métier de bruiteur un peu au cinéma, où on utilise des objets du quotidien ou des objets qui n'ont aucun rapport avec... le son qui est produit par cet objet. Voilà, c'était ma question. Merci pour cette question. Y a deux choses. Je vais parler surtout des voix, parce que vous me parliez d'enregistrement. Non, en fait, moi, je fais les choses à l'envers. C'est que je ne fais pas de projet, je n'écris pas de notes d'intention, je n'ai pas à rédiger à l'avance quelque chose. Je ne pars jamais d'une intention préalable ou d'une idée de quelque chose. Les choses se viennent petit à petit et tout commence par l'écoute. C'est écouter... Alors après, garder des traces de son écoute, enregistrer, ou parfois j'écris aussi si je ne peux pas enregistrer. Et c'est à partir de ces écoutes, de ces quelques traces, que va émerger l'idée d'un récit et qui trouve sa forme au montage. Je fais de ce sens-là, en fait. Pour moi, l'œuvre, elle n'a pas à réaliser concrètement une idée de mon cerveau, en fait.
Je suis plutôt là pour observer les choses et puis après j'en capte quelque chose et là l'invention se fait à différentes étapes comme ça. Voilà. Donc je ne prévois pas après de façon plus précise quand j'enregistre quelqu'un, je prends rendez-vous, mais je ne sais absolument pas ce qu'on va faire, ni dire, ni quoi que ce soit. Et en plus, ce que j'enregistre, souvent, je le mets de côté et je le réécoute bien plus tard parce que souvent, sur le moment, je me dis tiens, mais en fait, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est les multiples écoutes, mais je pense que tout le monde est pareil, en fait. C'est les multiples écoutes à l'aveugle, un peu isolées, séparées de cet événement, de ce moment. On oublie un peu le moment qui s'est passé. Et là, on écoute du son, quoi. On écoute une voix, un bruit, un son, et qu'est-ce que ça raconte? Et donc, c'est en écoutant, réécoutant quelque chose qu'une idée vient. Souvent, dans le podcast, on commence par monter les voix, puis on s'occupe de faire naître le monde sonore autour. Est-ce que c'est la façon dont tu fais aussi, ou est-ce que ça se fait en même temps? Est-ce que le travail de la matière et de la voix se fait au même moment? Ça dépend vraiment des pièces. Il y a des fois, ce qui conduit, c'est le récit, la voix, le mot. Et parfois, au contraire, c'est... Par exemple, la pièce avec la voix, la musique qui attaque la voix. J'ai fait, à la différence d'autres fois, c'est que j'ai pris l'enregistrement quasiment tel quel, du début à la fin, et je l'ai attaqué. Un peu comme presque avec une perceuse, j'aurais attaqué un bout de bois. Et donc, et après, ça a trouvé sa forme comme ça. Puis après, une autre écoute, de multiples écoutes, j'ai sélectionné les séquences qui me semblaient les plus intéressantes. Mais après, là, en plus, là, c'est quelque chose qui n'est pas narratif, donc j'ai pas cette idée un peu de conduire un récit avec A, B, C, D, E, F, quoi. Je peux mettre les lettres dans tous les sens. Donc après, c'est plutôt genre comment à l'écoute, un moment peut en succéder à un autre. Voilà. Mais ouais, j'insiste toujours, les oreilles qui guident les choses, davantage que les idées, pour moi, c'est pendant et après, mais c'est jamais avant. Est-ce qu'il y a des émissions musicales qui vous ont particulièrement ouvert les oreilles, des émissions radiophoniques qui auraient changé votre rapport à la musique? Oui, jeune homme. Bonjour. En fait, je suis plutôt tenté de répondre. C'est moi qui ai réalisé Faya. Ah, bien. Donc, chapeau. Génial. Bravo, merci. Donc moi, je suis réalisateur et mon métier, 80% de mon métier, c'est de réaliser des émissions musicales, justement. Donc j'ai été formé à Radio Nova. Et ce qui est marrant, c'est que nous, on nous a toujours dit exactement l'inverse que vous, c'est-à-dire du pas de musique. Nous, c'était que de la musique. Et sauf que la différence, donc du coup, on part de la musique sur laquelle on rajoute le propos en général. Et par contre, la musique, du coup, va être à la base de tout. On va rajouter les ambiances un peu derrière. Mais du coup, la manière de bosser, qui est peut-être un peu pareil, un peu différente, et c'est vrai qu'on le retrouve dans la manière dont c'est monté dans Beatmakers, c'est qu'effectivement, on a une musique et on va se servir en fait de la structure de la musique. Par exemple, il y a un pont, il y a une boucle, une instru au début dans un morceau de rap. Pour la boucler, en fait, tout le jeu, ça va être dans la manière dont on le fait. Après, on bosse en radio FM. Et en radio FM, la logique est un peu différente en podcast. Mais aussi, c'est le cas, Faya, c'est un podcast, mais on le montre comme de la radio FM, il faut dire ce qui est. Et le but, justement, ça va être de créer... de torturer la musique, en fait, de la redécouper pour que on ait l'impression que ce soit magique et que tout d'un coup, c'est le cas pour le Singeli, sur ce podcast en particulier où vous faites tous les Faya, c'est-à-dire qu'il y a une boucle, il parle sur l'instru, et puis dès que l'instru est terminé, comme par magie, bam, il y a le refrain qui part, et c'est des choses comme ça. Et en fait, tout le cœur de métier est pour moi de comment justement bien parler sur la musique, et vraiment je dis bravo pour Beatmakers, parce que j'ai adoré ce podcast, et la réalisation, et le propos, j'ai appris plein de choses, justement cette manière de dire, c'est que faut torturer la musique, presque la dompter en fait, pour que le propos, c'est comme si le propos était dans la musique. Et en termes de réalisation, parler sur la musique, pour moi, j'ai l'impression que justement, la quintessence de ça, ce serait de faire comme si le morceau avait été fait pour qu'on laisse un espace pour qu'on puisse parler dessus. Et ça, c'est artificiel. Mais pour moi, de tout ce que j'entends là, pour moi, ce serait ça la quintessence justement du parler sur la musique dans le podcast, quoi. Je te remercie, parce que moi, ce que je préfère au monde dans la radio FM, c'est le fait de... Je me rappelle d'une émission de France Culture sur Bachung. Et donc, il joue Bijou Bijou en live, et t'as cette intro, et en fait, elle était en boucle, parce qu'à l'époque, je comprenais pas. Donc, c'était très longtemps, t'avais que la musique, et il y avait la voix de quelqu'un qui parlait de Bachung, et au moment où la personne s'arrête de parler, et là, t'as la voix de Bachung qui rentre et qui fait Bijou Bijou. Et ce que je préfère au monde, c'est les animateurs de FM qui calent leur voix sur l'instru de départ, et qui s'arrêtent au moment
peut-être que c'est ça en fait dont on voulait parler ce soir. Mais là, il y a un moment, on est d'accord, c'est ce moment-là qui est magique. C'est ce que tu fais tourner la boucle. Et... C'est comme un DJ set en fait, quand le break il part et boum, c'est génial quoi. Mais par exemple, pour le Singeli, on a une problématique, c'est que c'est une musique qui tourne entre 180 et 280 BPM. Je vous invite à écouter ça, c'est complètement saturé, c'est extrêmement violent comme musique. Et après, il raconte pourquoi c'est violent justement. Mais par exemple, la problématique c'était, est-ce que je mets 40 minutes de podcast avec 40 minutes de Singeli ? Au bout de 12 minutes, le podcast était inécoutable, on a tout traché, on a refait notre version. Et ça va être aussi le truc, c'est dire, est-ce qu'on met que de la musique ? En fait, non, ce qui est hyper important, c'est de mettre de la musique, mettre le bon blanc au bon moment, qui va faire que la musique va repartir derrière, et que là, on va ressentir l'adrénaline, en fait, comme quand un bon morceau part, quoi. On est d'accord. Ouais, c'est une question de densité aussi, quand les choses sont plus ou moins denses, comment mettre la voix au moment où il y a des vides, des pleins, des choses comme ça. C'est pour ça que Beatmakers, c'était hyper agréable à faire, parce qu'on avait les pistes séparées. Et donc, on avait la main sur ça. Et donc, si on voulait un moment calme, on pouvait prendre juste le synthé hyper cool qu'on mettait derrière, ou juste la basse, qui est dans les fréquences graves et qui donc laisse de la place à la voix pour envoyer toute la machine derrière, quoi. Ce qui est plus difficile pour vous, j'imagine, parce que vous recevez vous avez les masters de musique, quoi, et pas les... Ouais, ou des fois un MP3 128 chopé sur YouTube, parce que ça vient de l'autre bout du monde, mais ouais, c'est la problématique, quoi. Mais d'une certaine manière, si on utilise des voice notes aussi, c'est parce que tout le monde dans ses musiques discute comme ça, que la musique est comme ça. Et si c'était une voix clean avec une musique clean, d'une certaine manière, ce serait un peu dénaturer la musique, parce que cette musique, elle est pas clean. Donc, il faut que le son il soit dégueulasse aussi derrière, il faut que le montage soit dégueulasse. À ce niveau-là, ouais, ça c'est aussi une belle explication après coup, parce que sinon je pense qu'il y aurait un budget de billets d'avion pour aller découvrir toutes ces musiques à chaque bout du monde qui serait assez incroyable. Je rêverais de ça, mais après, il faut faire avec les moyens du bord, quoi. D'autres observations, d'autres réalisateurs, d'autres musiciens anonymes dans la salle, oui. Juste derrière, merci Sarah. Bonsoir. À propos de beatmakers, je voulais savoir s'il y avait des beatmakers et s'il n'y en avait pas ou si vous en connaissiez pas, si vous pouviez en trouver pour la saison 3. Alors, il y a quand même quelques filles, hein, oui, dans les deux premières saisons. Il y a quelques filles, et c'est une grande question. Et alors, on a aussi produit à Arte Radio un épisode spécial qui s'appelle Beatmakers, avec plusieurs beatmakers. 4 beatmakers super fortes. Ouais. C'est un épisode à part, en effet, qui existe. Et c'est toujours très étrange, cette question. Je vous parlais très sincèrement, ce truc de parité est chelou. Le réel est le réel. Enfin, les conditions socio-économiques et culturelles font que... Enfin, tu vas pas inventer faisait. Je pense que ça, c'est vraiment en train de changer. Mais il y a aussi des gens qui veulent pas parler. Il y a aussi des autrices et des musiciennes qui ne veulent pas parler. Donc, des fois, on se retrouve... On a le même souci, des fois, sur Bookmaker, alors qu'on sait qu'il y a plus d'écrivaines qui publient. On est plus intéressé en général par des écrivaines, mais il y en a qui veulent pas venir. Et sur le beatmaking, ça commence à changer, mais c'est pas évident. Ouais. À partir du moment où Chloé ou Miss Kitty t'a dit non... Chloé nous avait dit oui. D'ailleurs, il y a un épisode sur Chloé. Ah bah voilà. Mais il y en a qui ont dit non. Oui, il y en a qui ont dit non. Et puis, en effet, comme tu dis, le réel est le réel. C'est-à-dire qu'à un moment, nous, on a aussi voulu faire modestement, une photographie de la musique moderne aussi, à travers la série, où d'ailleurs, on a essayé d'aller un peu dans plusieurs genres différents. Et quand on va interviewer une femme, on a envie d'y aller l'interviewer parce qu'on trouve qu'elle a du talent et que c'est... Enfin, clairement, c'est une discussion qu'on a eue avec Chloé, où elle nous a dit, d'ailleurs, j'espère que vous n'êtes pas là parce que je suis une femme. Et nous, on était là parce qu'on aime sa musique et qu'on avait toutes les bonnes raisons d'être là. Ensuite, voilà, on essaye de faire des musiques un peu populaires. Du coup, dans les musiques populaires, par exemple dans le rap, à un certain niveau de notoriété et de réussite d'un morceau, moi, je trouve pas de beatmakers. Donc, je veux bien aller chercher quelqu'un de moins connu, mais ce sera pas pour les bonnes raisons. Donc c'est un peu gênant, j'avoue, parce que les séries sont très déséquilibrées, et même nous, ça c'est dommage. Et à la fois, on fait avec le réel, quoi. Voilà. Par contre, je vous conseille le documentaire qui s'appelle Beatmakers, qui est fait par Miyama et qui est vraiment formidable parce que les parcours des 4 filles sont très très différents. Mais effectivement, elles n'ont pas la même notoriété que Animal Son ou Dany Santé. Par contre, leurs parcours sont formidables et leur musique est formidable. Je comprends, mais après, la vocation pourrait être de justement développer des envies chez les femmes de rejoindre ce style musical. On est d'accord, c'est pour ça qu'on a fait Beatmakers. On a fait Beatmakers parce que Miyama nous a interpellés comme vous le faites. Et c'est une autrice.
Et elle a dit, c'est quoi l'idée? Et d'ailleurs, dans son intro, elle dit, j'adore Beatmaker, pourquoi il n'y a pas de meuf? Et elle a fait le truc. Maintenant, voilà, David a raison. À ce niveau-là de notoriété et de succès, il y a très peu de femmes. Mais c'est intéressant parce que maintenant, quand on lit les interviews, effectivement, les femmes, c'est quand j'ai vu, mais c'est valable pour les sportives aussi. Tant que t'en vois pas, t'as pas envie. Moins t'en vois, moins t'as envie de le faire. Il y a que quand tu vois des gens en position de pouvoir, de notoriété, que ça te donne la force et le courage d'y aller. Donc, vous avez raison, il faut les exposer. Une question au fond. Oui, bonsoir. C'est juste pour proposer une beatmakeuse assez connue et qui monte notamment avec ce qu'on appelle la new wave dans le rap. Je sais pas si ça a été proposé dans le podcast, mais c'est Meelb, M-E-E-L-B, qui a produit un EP avec Irko, notamment, ou avec Lafèvre, Rally. Et vous pouvez aller regarder ça, c'est M-E-E-L-B. Et elle est très très cotée, notamment chez les hommes rappeurs. Super, merci beaucoup. C'est un enfer de salubrité publique, t'as vu? Bon, on va se quitter là-dessus. Merci énormément à vous trois, Samuel, Dominique, David. Merci Arnaud pour la réalisation, Sahar pour l'organisation, c'était là pour tout. Chloé Assous-Plugnan qui est enfin parmi nous. C'est juste pour dire que depuis le tournant musical un peu d'Arte Radio, on reçoit beaucoup de messages qui nous demandent les musiques d'Arnaud et Samuel. Il y en avait un qui était très drôle parce que c'était quelqu'un je crois que c'était sur Poudreuse dans la Meuse, et il nous disait j'écoute le son, je me remets sur le timecode à chaque fois du moment que je veux écouter, j'adore ce moment, et puis à un moment il y a un mec qui parle et là tout d'un coup il y a un podcast parce que du coup moi c'est vraiment pénible, c'est vrai. En fait, c'est sympa parce que c'est inchazamable, quoi. Et donc, il essayait de tout trouver le monde, qui... tous les commentaires YouTube demandent c'est qui la musique à 2,36. Et lui, il aime juste ce petit moment suspendu. Et donc, du coup, vous pouvez nous envoyer des messages comme ça parce que Samuel et Arnaud envoient leurs morceaux. Exactement, on envoie un MP3 si on a des demandes. On n'est pas chien. Merci beaucoup à toutes et à tous. À bientôt.